Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, le Larzac, une communauté dans l'histoire. On en parle avec notre invité, l'historien Philippe Artière, chargé de recherche au CNRS. Après avoir raconté mai 68 autrement, rédigé le dossier sauvage, il publie aujourd'hui Le peuple du Larzac, une histoire de crânes, de sorcières, croisés, paysans, prisonniers, soldats, ouvrières, militants, touristes et brebis. C'est à la découverte. À quoi tient la singularité d'un territoire? À quoi tient la singularité de ce territoire-là? À des histoires dans l'histoire, au-delà de la résistance d'une population dans les années 70 contre l'extension d'un camp militaire, à tous ces moments où l'histoire du monde s'invite sur le cause. Le peuple qui l'habite, écrit-il, est en perpétuel devenir. Devenir rocher, devenir brebis, devenir moine templier, devenir berger, devenir fromagère ou gantière, devenir prisonnier ou soldat, devenir harki, devenir militant ou militante, devenir agriculteur, devenir touriste. Le projet de ce livre, nous dit Philippe Artière, est de montrer que ce sont tous ces devenirs qui forment l'histoire du Larzac. Bonjour à vous Philippe Artière. Bonjour. Merci à vous d'être avec nous. Le 10 mai 1981, c'est François Mitterrand qui est élu président. La gauche arrive au pouvoir. On entendait ce moment évoqué par François Hollande à l'instant dans le journal de Thomas Cluzel. Que signifie aujourd'hui cette date pour l'historien que vous êtes ? Alors pour l'historien du contemporain, je crois que c'est une date très importante, puisque c'est la date qui conclut d'une certaine manière ce qu'on avait intitulé, repris avec Michel Zancarini-Fournel, les années 68. Et c'est surtout un formidable, enfin le terme a été utilisé, un formidable espoir. C'est-à-dire c'est un moment, on pourrait dire que c'est un événement qui annonce un futur. Et ça, c'est quelque chose de très fort qui se manifeste immédiatement par des décisions, des lois. Et étant historien partie de la justice, je pense évidemment à l'abolition de la peine de mort, mais à un certain nombre de grandes réformes sociales. Et pas culturel forcément. Je crois qu'on a tort de rabattre sur le culturel cet événement. C'est un événement qui répond d'abord qui est un vote, et puis qui répond à tout un ensemble de luttes qui ont été menées tout au long des années 60, je dirais depuis la guerre d'Algérie. Et c'est d'ailleurs assez troublant parce que finalement, François Mitterrand est là en 59 comme ministre de l'Intérieur. Et c'est un ministre de l'Intérieur dur pendant la guerre d'Algérie. Et en 81, il est élu président. Et ça, c'est peut-être ces années 68-là qu'on avait essayé de raconter et qui me semble vraiment là aboutir. Un aboutissement, voilà, pas vraiment une fin, pas non plus un prolongement, un aboutissement. Ce 10 mai 81, cette élection qui est une date charnière quand même dans l'histoire contemporaine que vous étudiez, Philippe Artière, à la fois le début de quelque chose, un espoir, vous l'évoquiez, et puis du coup, non pas la fin d'un rêve ou la fin de ces luttes, mais une forme d'aboutissement. Et le 10 mai 1981, dans la vie du Larzac, ça représente quoi ? Alors, dans les fermes du Larzac et dans les hameaux du Larzac, de l'Hospitalet, de Montredon, tous ces hameaux qui étaient convoités donc, par un projet d'extension militaire depuis 1970, c'est un soulagement, mais un soulagement teinté d'inquiétude. Parce que François Mitterrand n'a pas inscrit parmi ses propositions, parmi ses promesses, la suppression, enfin l'abandon du projet d'extension, mais il est venu, dès sa défaite en août 1974, sur le Larzac, soutenir les paysans. Et donc, et il a beaucoup travaillé, enfin, il s'est inquiété de cette question, par des personnes qu'on oublie, mais qui sont des acteurs fondamentaux, en l'occurrence Delanoë. Delanoë qui est alors un des responsables du Parti socialiste aveyronnais. Et ce qui se passe en fait en mai 81, c'est le début d'un processus. C'est ça que j'ai trouvé fascinant, c'est qu'en fait
on se met au travail pour inventer là encore et à nouveau quelque chose sur le Larzac qui va être la société civile des terres du Larzac et qui permet aujourd'hui à un certain nombre d'agriculteurs et de familles de vivre et de travailler la terre du Larzac. Alors la première fois que François Mitterrand prend parti en faveur des habitants du Larzac, en faveur de cette lutte contre l'extension du camp militaire comme premier secrétaire du Parti socialiste, c'est en 1972 sur l'ORTF dans l'émission Armes égales. Il y a un camp existant de 3000 hectares. Le projet d'extension le porte à 17 000 hectares. Un tel projet, c'est ni plus ni moins que la ruine économique de la région. La décision, la majorité d'entre nous, on l'a pris par la télévision. Et puis ensuite, on nous a fait une espèce de concertation bidon. On dit souvent que les Causses sont une région arriérée, déserte, impropre à l'agriculture moderne. Le Larzac n'est pas un désert. Il est traversé en plein milieu par une bande de terres labourables, très fertile, où les céréales rendent jusqu'à 50 hectares à l'hectare. On suit le meilleur rendement français. C'est à cet endroit-là qu'on choisit pour faire un camp militaire. Je ne vois pas pourquoi Debré prépare au Larzac la guerre de 1940. Et ici, nous, sur le Larzac, nos champs servent à faire vivre les hommes par les produits agricoles. Or, la destinée de nos champs, qu'est-ce qu'on va en faire? On va prendre sur nos champs à des hommes à tuer d'autres hommes. C'est quand même aberrant, on entend parler sans arrêt du ministère de l'Environnement. M. Poujade est un intarissable bavard. Et à côté de ça, le Larzac ne l'intéresse pas, ça n'est pas son problème. On nous enlève tout notre outil de travail, alors nous ne pouvons plus vivre. Il n'est pas question, je pense pour aucun d'entre nous, de partir. De toute façon, on est exactement de l'avis de nos maris et autres, on n'a absolument pas l'intention de partir. On est décidé à vivre ici et on veut y rester. Voilà, c'est presque un film militant qui est diffusé à ce moment-là dans cette émission Armes égales, 13 juin 1972, Philippe Artière. Oui, alors l'émission était une émission très particulière qu'on a bien connue grâce à l'affaire Clavel, un an avant, puisque chaque intervenant venait avec un film. Et François Mitterrand vient avec un film qui contredit totalement les représentations du ministre de l'époque et d'une terre, comme il est dit par certains, d'une terre arriérée, d'un Aveyron extrêmement triste, morne, alors que ce Larzac du début des années 70, c'est un Larzac qui a vécu un regain dans les années 60. Et où un certain nombre de personnes sont venues s'installer juste après la guerre d'Algérie pour différentes raisons. Ce ne sont pas des rapatriés, mais ce sont des jeunes bergers, des jeunes agriculteurs qui, faute de terre dans les vallées notamment, montent sur le Causse. Mais aussi d'autres qui décident, parce que leur parcours les fait revenir en France. Je pense à Guy Tarlier, qui est une des grandes figures avec sa femme Marisette Tarlier. Ils sont tous les deux disparus, qui cultivaient le café en Haute-Volta à l'époque. Et ils s'installent sur le Causse en 65. Et ça, c'est tout un ensemble une jeune génération qui s'installe, qui rejoint aussi une génération qui va prendre les fermes, alors plutôt les fermes du Sud, où sont les vieilles familles paysannes du Larzac, et qui sont un changement de génération aussi. Donc très attentifs aux nouvelles techniques, très attentifs aussi à ce qui se fait au dehors. Mais alors, ces nouveaux arrivants au tournant des années 70 ou même avant, en fait, cette population très différente, très hétérogène qu'on va trouver au Larzac, si on fait un peu d'histoire ou de sociologie électorale et qu'on revient à ce 10 mai 81, est-ce qu'ils ont voté Mitterrand? Autrement dit, est-ce que le Larzac est alors une terre de gauche, une terre socialiste? Alors le grand paradoxe, c'est qu'en 1960, dans les années 60 et 70, le Larzac n'est absolument pas une terre de gauche, c'est une terre de droite catholique qui a toujours été catholique. Et par ailleurs, s'il y a une ville proche à gauche, c'est Millau, qui est dans le fond de la cuvette, qui est le lieu industriel
qui est le lieu radical socialiste. C'est là qu'il y aura les grèves d'ouvrières du Gand, puisque c'est en 1935 notamment, c'est une des plus grandes grèves qui a lieu, que j'ai connue grâce à des historiens locaux qui m'ont de la main chaude, qui m'ont raconté tout cela. C'est ça qui est très étonnant, c'est que cette terre n'est pas une terre de gauche. Elle est inscrite dans des formes très traditionnelles d'exploitation, et elle est aussi associée à une industrie fromagère qui est celle du Roquefort, et qui n'est pas une petite industrie, qui est le Roquefort dans les années 60-70, mais depuis bien longtemps, les années 20, est un grand fromage. Un fromage, je dirais, on dit le roi des fromages. Donc, il ne faut pas du tout imaginer que ces nouveaux venus sur le COS sont des militants d'extrême gauche. Non. Et par ailleurs, ceux qui y sont, je dirais, pour la jeunesse, par contre, très proches de l'AJAC, la jeunesse agricole catholique. Ça, c'est important, me semble-t-il, cette dimension-là. Elle est d'autant plus importante qu'on le verra peut-être, mais l'Église va jouer un rôle. Les évêques, Lanza del Vasto, qui joue l'intermédiaire, qui est cette espèce de patriarche, va jouer un rôle. Donc il y a là quelque chose qui nous déroute. Alors, vous parlez de jeunesse. Qu'est-ce que représente, encore une fois, 1981 dans la vie du jeune Artière? Jeunesse, vous êtes en plein dedans, vous avez alors 13 ans. Et comme tous les étés, vous allez au Larzac. Millau était la ville natale de votre père, vous passiez vos étés là-bas. Quel est votre lien intime, personnel, familial avec cette terre-là dont vous allez nous parler, avec ce peuple dont vous nous parlez déjà? C'est la terre de mon père. C'est une terre que mon père a quittée à la fin des années 50. Et donc c'est une terre dont il a gardé l'accent toute sa vie, mais qui est une terre où on revient 1 semaine, 2 semaines par an, et qu'on arpente, qu'on ne cesse d'arpenter. Et je dois dire que pour mes sœurs et moi, le Larzac, c'est ses corniches sur la Dourbie, c'est ses pentes, c'est aussi ces lieux archéologiques, c'est tout cela. Et puis, un souvenir d'enfance, c'est le tournage de Maleville, de cette adaptation du roman de Merle, qui est un roman apocalyptique, c'est-à-dire d'une terre désertique, d'une terre atrophiée, d'une terre catastrophique. Alors c'est assez troublant parce que ce tournage a lieu de manière quasiment contemporaine avec l'élection de 81. Et c'est vrai qu'il annonce peut-être autre chose, en tout cas, même si je quitte la piste autobiographique très vite, parce que ce n'est pas l'objet. L'objet, c'est bien d'être avec d'autres, mais pas ceux de ma famille, pas ceux du pays, les cousins. C'est pas d'être avec les cousins, mais c'est d'être avec ce peuple du Larzac, qui est un peuple beaucoup plus vaste que cette petite famille artière. Voilà, cette image qui annonce peut-être autre chose, vous l'écrivez, c'est cette fin du monde dont on parle beaucoup aujourd'hui. On a ces 2 dates bien en tête, 10 ans donc avant 81, 1971, on est vraiment dans les débuts de cette longue bataille contre l'extension d'un camp militaire il y a 50 ans exactement. 1981, c'est la fin de cette lutte et c'est l'élection de François Mitterrand à la présidence de la République. Et maintenant, on va se rendre 10 ans plus tard, en
91 pour essayer de comprendre ensemble ce qu'est le Larzac, comment le définir. Ce serait peut-être d'abord, écrivez-vous Philippe Artière, un paysage avant d'être un patrimoine. Je vous propose d'écouter des paroles de gens de là-bas, extraites du Pays d'ici. On est en 1991, soi-disant donc après la victoire des paysans contre l'extension du camp militaire, quand l'émission de France Culture vient poser ses micros sur le plateau du Larzac pendant une semaine. Les silences, les vents, les couleurs, les couchers de soleil. Au printemps, là, quand les oiseaux reviennent, enfin, les migrateurs, tout ça, les premières fleurs qui sortent, la nature qui s'éveille. Mais ça, c'est des joies chaque année renouvelées. C'est aussi une île parce que ça ressemble pas à n'importe quelle campagne, parce que c'est pas n'importe quels habitants non plus. Il n'y a pas beaucoup d'événements qui se passent, le moindre événement est dramatisé, donc effectivement, on se sent beaucoup plus attaqué. Il y en a des coins sauvages, mais on voit que l'homme est passé au moment. On voit des cailloux, des montagnes, des cailloux. On voit qu'un jour, l'homme est passé. Et là, je trouve fantastique. Je pense que l'homme sont capables de construire des choses fantastiques. Et ça, je pense, pour ça que j'aime le Larzac. Ce n'est pas pour moi une terre d'utopie. Parce que peut-être je suis originaire du coin et que je n'ai pas projeté certains désirs sur cette terre comme d'autres. Le calcaire, c'est une roche qui trompe. C'est-à-dire qu'elle luit quand on la voit de loin, au soleil. Surtout lorsqu'il pleut, les falaises sont éclairées par le soleil. C'est assez extraordinaire comme sensation. Mais aussi, c'est une roche qui est assez maligne parce qu'elle s'effrite. Et quand on fait, par exemple, de l'escalade dans le calcaire, il faut toujours se méfier parce qu'on risque de tomber. Donc, c'est peut-être aussi le Larzac, une terre trompeuse. Voilà, le Larzac, des extraits, des fragments de cette émission Le Pays d'ici, diffusée en 91 sur France Culture. Le peuple du Larzac, ce sont des femmes, des hommes, des animaux, des végétaux et aussi des roches. Rappelez-vous Philippe Artière dans ce livre qui paraît à la découverte. Et c'est une terre trompeuse, nous dit ce berger du Larzac. Il ne faut pas se fier aux apparences. Non. C'est même un terrain dangereux pour l'historien que de s'y aventurer parce qu'il est très riche et puis il y a des gouffres, il y a des avins comme on dit sur le Causse et je dois dire que c'est une dimension qui m'intéressait beaucoup, c'était de me confronter à ce lieu qui est un lieu frontière, qui est un lieu où ne cesse, comme l'ont dit là, les témoins, c'est pas une utopie. C'est plutôt c'est de l'histoire. C'est de l'histoire à chaque pas. C'est 400 siècles d'histoire. C'est à chaque pas, on marche sur des morts. À chaque pas, on rencontre des expériences de mode de vie qui sont des expériences extrêmement à la fois singulières et très ordinaires. Et bon, ça recoupe beaucoup de mes intérêts, c'est-à-dire qu'au fond, il n'y a pas de grands hommes sur le Larzac. Il n'y a que des brebis, des femmes et des hommes qui vivent là, des enfants, quelques seigneurs qui essayent de faire domination, des grands ordres mondiaux comme les Templiers ou les Hospitaliers. Mais ce qui fait Larzac, c'est le peuple. C'est ce peuple-là, alors qui prend encore une fois des visages très différents, parce que le visage qu'a en 1991 le Larzac n'est pas celui qu'il avait en 65 ni en 75. Par exemple, l'été 74, quand les paysans du Larzac invitent les paysans du Sahel et font cette grande moisson pour le tiers-monde. Là, c'est pas un peuple monde, c'est un peuple tiers-monde. Et le tiers-monde était une expression qu'on utilisait beaucoup, qui a disparu totalement. Mais il y avait cette idée aussi que sur ce lieu-là, des rencontres étaient possibles. Et ça, c'est pour moi une découverte. Parce qu'en fait, ce livre, c'est une traversée, et une traversée où je fais des rencontres.
bon, c'est toujours le cas. Alors c'est une île aussi, dit une de ces femmes hein, dans les extraits qu'on entendait tout à l'heure. C'est une île ouverte où le monde vient à elle aussi par moment de cette grande histoire, de ces histoires qui ont jalonné l'histoire du Larzac. Et c'est un lieu sans cesse, rappelez-vous, Philippe Artière, animé par le mouvement. Le mouvement parce qu'on y expérimente aussi beaucoup. Hein. Vous parlez d'un laboratoire foncier pour qualifier aussi le Larzac avec ces modèles assez singuliers d'autogestion qui ont pu être mis en place. Hein. Il y a des choses qui s'y tentent. Oui, c'est un lieu d'invention, mais qui n'est pas donné comme un laboratoire. C'est-à-dire que c'est l'histoire qui oblige, parce que c'est cette zone contact, il faut se rappeler où est le Larzac. Ce plateau de 1000 km², il se situe au sud du Massif central, à 100 km de la mer, même pas. Il borde ce massif central et là se rencontrent à la fois les peuples du nord et les peuples du sud. Les Romains vont établir à un moment donné, les Gallo-Romains, une énorme fabrique de poterie. Qui va irriguer toute l'Europe. Ils vont aussi y construire des voies. Des voies qui iront tantôt vers Rome, tantôt vers Narbonne, tantôt vers le nord. Donc, je crois que ce qui est vraiment passionnant quand on commence à écouter en fait les récits de ceux qui sont venus sur le Larzac, eux-mêmes faire l'histoire de ce lieu, c'est-à-dire tous ces archéologues qui au XIXe siècle, puis ces agronomes qui viennent, puis ces abbés, et puis aussi les historiennes et les historiens du XXe siècle. Eh bien, ce qui apparaît, c'est vraiment, et c'est pour ça que j'ai choisi avec les amis de la découverte, ce peuple du Larzac, et surtout ce sous-titre qui n'en finit pas. Qui n'en finit pas et qui est très inhabituel parce que justement c'est un peuple qui n'en finira jamais de s'agrandir et de changer de forme. Voilà, une histoire de crânes, sorcières, croisés, paysans, prisonniers, soldats, ouvrières, militants, touristes et brebis. 3 petits points, précisez-vous bien, Philippe Artière, dans le sous-titre de ce livre, Le peuple du Larzac, livre qui paraît à la découverte. Vous l'évoquiez, cette histoire est longue et jalonnée de rebondissements, hein, des Templiers aux Hospitaliers, ou bien plus tard des camps de redressement à l'emprisonnement des militants indépendantistes. Et pendant la guerre, qu'est-ce qu'a été le Larzac pendant la guerre? Est-ce que ça a été une terre de résistance? Alors, pendant la guerre, le camp devient un camp allemand, mais le camp, dans un premier temps, est français, et c'est un petit camp militaire. Et sur la Larzac, il y a à la fin de la guerre un massacre d'un certain nombre de maquisards, à la toute fin de la guerre, mais les maquisards et la résistance dans la région se tient plutôt dans les espaces boisés. Dans les Cévennes ou plus au nord. Et parce que, nous ne l'avons pas encore dit, mais l'une des caractéristiques de ce paysage, c'est qu'il est désertique. Mais il n'est pas désertique par nature. Il est désertique parce qu'il a été déboisé par la main des hommes et surtout par la mâchoire des brebis. Et de ces autres habitants que sont, et c'est, je dirais, les principaux acteurs de cette histoire, que sont les brebis laitières du Larzac. Ça ne veut pas dire que l'histoire de la guerre sur le Larzac n'a pas d'importance, mais que c'est peut-être une autre chronologie que cette histoire-là nous raconte, et notamment que le fait que ce soit un désert, un espace à l'écart, effectivement, en fait tout le XXe siècle ce que j'appelle le moment des camps.
et notamment celui des camps du camp ou camps de concentration. Hein. C'est ainsi que le dénonçait un certain nombre de militants anticoloniaux entre 1959 et 1962, puisqu'il y avait 3000 militants algériens du FLN qui étaient là, tenus en résidence surveillée, comme on disait. Alors vous le racontez, hein, ce territoire, il y a eu ces moments, séquences, des moments disciplinaires aussi dans l'Artsakh. C'est un territoire entre ordre et rébellion, entre discipline et protestation, ce qui nous ramène encore à cette grande décennie des années 70 où cette lutte contre l'extension du camp militaire voit le jour, avec aussi tout un imaginaire autour des luttes, hein, avec des possibles, des devenirs, cette histoire monde et ce slogan occitan, garde à l'eau Larzac, sauvons le Larzac, qui a été aussi d'ailleurs le nom, hein, d'un journal donné à cette lutte, journal où on pouvait s'abonner dans le monde entier. On va écouter les mots de l'un des signataires des 103, Robert Gastal, voir comment ces mots, ces slogans, cet imaginaire ont pu aussi voyager, cette idée de cette lutte telle que le Larzac nous l'a apprise. Nous sommes 103 paysans invités à foutre le camp. Cette lutte nous a permis de découvrir une nouvelle vertu un peu qui est un peu de côté aujourd'hui, c'est la vertu de tolérance. Sur le Larzac, on n'a pas toujours les mêmes idées. Ceux qui nous soutiennent n'ont pas forcément les mêmes idées, appartiennent à des philosophies différentes. Ce qui est formidable, c'est qu'on est arrivé à s'écouter là. Qu'on soit chrétien, qu'on soit athée, non-croyant, on est arrivé, malgré ça, toutes ces différences, on est arrivé à dialoguer et à ne pas perdre le but final du combat. Je constate qu'au niveau du groupe, des paysans, une ouverture sur le monde, sur la vente des armes, l'équilibre de la paix, la faim dans le monde, le respect des droits de l'homme. Puis également, ce qui a été formidable au niveau du groupe, c'est toute cette transformation. On n'a pas attendu qu'on nous dicte ce qu'il fallait faire d'en haut. C'est nous-mêmes qui nous sommes pris en charge. Qui dit se prendre en charge, il dit, eh bien, il faut y aller, quoi. Le Larzac restera, notre terre servira à la vie. Des moutons, pas des canons, jamais nous ne partirons. De gré de force, nous garderons Larzac. De gré de force, nous garderons Larzac. Voilà, après la Seconde Guerre mondiale, il y a aussi la guerre d'Algérie qui va s'inviter sur ce territoire et ces histoires qui vont se croiser. Une culture de la protestation, hein, va au fil des années et des décennies se former sur ce territoire, sur ce plateau aussi du Larzac. Et vous la racontez, cette histoire-là, Philippe Artière, une lutte locale inscrite dans une mémoire bien plus vaste, écrivez-vous. Le Larzac a égrené, c'est devenu une histoire mondiale. Oui, je crois, pour une raison aussi assez simple, c'est que cette lutte est en fait contemporaine d'autres luttes qui sont un temps en silence, en sommeil. Je pense à Notre-Dame-des-Landes, puisqu'en fait le projet de Notre-Dame-des-Landes de l'aéroport est lancé exactement à ce moment-là. Simplement, c'est bien plus tard qu'il est réactivé. Mais ce que dit très, très fortement, d'ailleurs, un des agriculteurs du Larzac qui prend la parole à Rodez et qui dit « on va monter à Paris ». Et c'est une des expériences que ces paysans du Larzac font avec leurs tracteurs, que de monter à Paris et de chaque jour, chaque soir, rencontrer à la fois un monde paysan, structuré, qui va c'est aussi
un événement dans l'histoire du syndicalisme agricole. Mais on a la figure de José Bové qui est quand même apparu de là aussi. José Bové qui arrive en 73. Il s'installe en 75. Il est déjà sur le plateau, mais il s'installe dans la ferme de Montredon et sera une des figures absolument centrales avec Guittarlier. Et ce sont tous les deux, avec Jean-Jacques de Félis notamment, et Roux, sont les deux avocats, qui vont négocier ensuite avec Joannet cette fameuse société civile après 81. Mais ce qui est très, très fort, c'est pourquoi ça fait modèle. Parce que ce sont des gens en fait, qui ne se laissent pas prendre leur lutte par d'autres. Ils inventent à partir du lieu où ils sont tout un ensemble de moyens de lutte. Par exemple, ils s'approprient les groupes agricoles, les groupements agricoles communs, d'exploitation en commun, qui sont des dispositifs qui permettent d'acheter des terres à 3 ou à 2. Donc, de faire déjà des formes de communauté. Et de même, ils vont lancer ces groupements fonciers agricoles qui permettra à tous les Français, et même à des gens à travers le monde, d'acheter des parts, des terres sur le COS, et donc de participer à la lutte. Parce qu'il faut aussi dire combien les comités de soutien du Larzac se sont développés dans toute la France. Et chaque fois qu'il y a un événement, un meeting, ils prennent le relais. Voilà, ils savent écrire leur histoire aussi. C'est vraiment un récit qui se met en place. Et vous le dites, vous le racontez, Philippe Artière, cette histoire, elle a voyagé du Japon aux États-Unis et elle a rebondi aussi bien plus tard, après 81. Et c'est le cas notamment à Notre-Dame-des-Landes. On se souvient en 2016 des slogans, des mots de ces imaginaires qu'on a pu retrouver inspirés du Larzac, dont des références explicites comme Valse, bravo, tu as trouvé ton Larzac. Voilà, c'est cette très belle histoire du Larzac que vous nous racontez dans ce livre, Philippe Artière. Le Larzac n'est pas une utopie, mais c'est une communauté, une vraie forme de solidarité qui a été expérimentée là, un vivre ensemble, comme on le dit aujourd'hui. Le peuple du Larzac, votre livre paraît à la découverte. Merci beaucoup d'être venu nous en parler pour la première fois autour de cette grande table. Et un grand merci à toute l'équipe. Pour la grande table des idées, à Jean Bulot, qui a programmé cette émission préparée par Laura Dutèche-Pérez. Pour la grande table culture, merci à Henri Leblanc avec Oriane Delacroix. Merci à Valentine Allouin et Cathy Renaud pour leur aide précieuse. À la réalisation aujourd'hui, c'était Thomas Beau avec Anthony Thomasson. Merci messieurs.